Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc de nouveau depuis la bibliothèque de la Fondation Charles de Gaulle rue de Solferino à Paris pour un nouvel entretien avec un auteur. Après Guillemette de Sérigné la dernière fois qui nous avait parlé de Peshkov, nous recevons aujourd'hui le docteur Serge Deschaux qui vient nous parler de la santé du général de Gaulle avec un livre que vous voyez ici sur l'écran qu'il vient de sortir. Comment allez-vous, mon général? Charles de Gaulle et sa santé. Et donc Serge Deschaux, docteur Deschaux, bonjour. Bienvenue à la Fondation. Je crois que c'est la première fois que vous venez dans ces murs. Je suis déjà venu travailler dans cette même bibliothèque. Oui, alors vous aviez, on va y revenir parce que vous avez rencontré Jean-Paul Olivier, Michel Enfrol. Voilà, donc alors, les lieux ne me sont pas inconnus. Hein. Voilà, deux mots d'abord pour vous présenter. Donc vous êtes chirurgien dentiste. Oui. Vous avez été praticien libéral et puis Oui. vous occupez aussi toujours des fonctions interprofessionnelles au ministère de la Santé. Oui. Vous êtes expert auprès de la Haute Autorité de Santé, donc vous avez des responsabilités aussi qui vous amènent, je suppose, à venir assez régulièrement à Paris. Paris, hors confinement, oui. Voilà. Et puis vous avez eu en plus de ça la bonne idée d'être praticien pendant quelques années dans la région de Saint-Omer. Donc vous ne présentez que des avantages à mes yeux. Je vous en félicite. Et donc vous avez eu la bonne idée de vous intéresser à une question finalement qui a déjà été traitée, mais pas d'une façon aussi approfondie, ni avec l'œil d'un expert médical comme vous, qui est la question de la santé du général de Gaulle. C'est donc un projet, je crois, qui vous tenait à cœur depuis pas mal d'années. D'abord parce que vous êtes médecin, chirurgien dentiste, mais aussi parce que vous êtes un passionné du général de Gaulle, je crois, de famille, si je puis dire. De longue date, oui. Et ce projet, d'ailleurs, comme je disais il y a un instant, vous l'avez fait avec les encouragements de personnalités ici qu'on connaît bien, donc Jean-Paul Olivier, Michel Enfrol, que vous avez rencontré d'ailleurs peu de temps avant sa disparition, je crois. Oui. Et donc malheureusement, il n'aura pas eu le plaisir de voir votre ouvrage. Et puis d'autres personnes qui vous ont aidé aussi, dont on parlera tout de suite après dans le fil de la conversation. Alors, pour ouvrir cette présentation, j'ai envie de dire, alors d'abord, ce que je trouve absolument formidable, c'est qu'on trouve toujours des sujets nouveaux et inédits avec le général de Gaulle, ce qui montre quand même la richesse absolument inépuisable du personnage. Mais ce qu'on peut dire sur la question de la santé, c'est que Charles de Gaulle n'était pas spécialement obsédé par sa santé ou par ses ennuis de santé. Non. Je dirais à la fois parce que il savait dès le plus jeune âge qu'il était promis à un destin et que quelque part son enveloppe corporelle, je vais pas dire qu'elle était secondaire, mais enfin elle devait pas d'une certaine façon entraver son destin dans l'histoire, et puis aussi tout simplement tout humainement, parce que, et c'est ce que vous dites dans votre livre, finalement Charles de Gaulle avait plutôt une constitution assez robuste. Il avait des petits ennuis, des petits soucis de santé, on en parlera, mais enfin globalement, comme tout à chacun, mais enfin globalement, il avait plutôt une bonne santé, qui lui venait peut-être de ses parents, de sa famille, enfin que sais-je, mais mais il n'en demeure pas moins que de Gaulle n'était pas non plus un surhomme. Et donc il avait aussi des petites tracasseries de temps en temps, parfois un peu plus sérieuses, et c'est finalement quelque chose qui le rend très humain, parce qu'on voit qu'il a eu des questions sur sa santé que tout un chacun peut se poser tout au long de sa vie. Alors évidemment un petit peu plus au fur et à mesure qu'il vieillissait, mais ce sont des choses qui, je trouve, sont très intéressantes et très touchantes dans votre livre. Finalement, de Gaulle fut tout simplement un homme. Je crois que de Gaulle s'est jamais considéré comme un surhomme. C'était un grand homme, mais il se considérait pas comme un surhomme. Non. Et il n'était pas au-dessus de la condition humaine. La Providence l'a certainement quelque part protégé à différentes reprises, soit contre la maladie, soit parfois contre la folie de certains hommes. Mais et ces derniers mois, même son dernier jour en atteste, il a finalement la vie d'un humain parmi les humains, même si on sait aussi que par ailleurs une certaine spiritualité, une foi probablement forte, l'a aidé à surmonter des épreuves, et on peut penser en particulier à l'épreuve qu'il a vécue non pas lui-même personnellement, mais qu'il a vécue avec sa femme, avec leur jeune fille Anne de Gaulle. Alors, il y a une foule de détails, une foule de précisions dans votre livre, qui se lit d'ailleurs. Ça va être un livre écrit par un médecin. C'est un médecin qui écrit bien et qui rend le sujet très intéressant et qui le rend pas trop technique ou trop spécialiste. Et c'est ça qui est intéressant. Je suis attaché. Alors vous passez en revue, je dirais, toute sa vie depuis sa jeunesse jusqu'à son dernier jour.
Et on voit, on découvre avec vous toute une série d'événements de sa vie, de sa santé finalement, qui parfois ont pu soulever quelques difficultés. On s'attachera à des épisodes peut-être plus marquants, mais on peut commencer tout de suite par sa jeunesse, en fin de compte, sa jeunesse d'enfant, puis sa jeunesse de jeune homme, de jeune soldat, la captivité. Voilà, la santé a pas été une source quotidienne de tracas, mais enfin, il a pu là aussi, notamment durant sa captivité, rencontrer des difficultés, et c'est par ça que vous commencez dans ce livre. Bien sûr. Pour Charles de Gaulle, je dirais le souci premier, c'est que la santé ne devait pas gêner ni le moment politique ni le moment militaire. Hein. Il fallait que le corps suive. Donc ça, passer ce premier principe, tout pouvait aller. Donc je pense, d'après tout ce que j'ai vu et investigué dans ce livre, la santé ne lui a jamais vraiment manqué jusqu'à la fin, sauf quelques anicroches dues au temps, à la vieillesse, à une hygiène de vie parfois peut-être un petit peu limite. Le tabac notamment. Le tabac notamment au regard de nos comment dirais-je, de nos critères d'aujourd'hui. Hein. Il fumait jusqu'à 60 cigarettes par jour. Oui. 40 à 60 Craven A par jour dans sa période londonienne. C'est énorme. Hein, ouais, c'est énorme. Hein, et c'était une cheminée. Oui. Hein, une cigarette en allumait une autre. Hein, ça lui a pris quand ça dès sa jeunesse, dès son adolescence Ça lui a pris, c'est ce que je raconte dans le livre également, ça lui a pris avec l'armée. L'armée voilà. était... Donc à Arras finalement, au service militaire à Arras. L'armée est responsable de toute cette tabagie de cette jeunesse, parce que le tabac faisait partie de la dotation du soldat. Ils avaient dans le pactage, ils avaient de la gita de maïs, et c'est ça qui met le tabac dans les us et coutumes, plus ensuite les conflits armés qui se sont greffés là-dessus, qui ont fait que le tabac est devenu quasiment institutionnel, parce que il était, je dirais, plus agréable pour certains de fumer dans les tranchées et de passer leur nerf de la sorte. Le tabac était tout à fait déculpabilisé à l'époque. Oui. Hein. Et il y avait une ligue anti-tabac qui commençait à apparaître, mais pour la grande majorité des gens, que ce soit les soldats ou les civils, le tabac était... Donc en gros, il a fumé à partir de l'âge de 18-19 ans, quand il entre dans l'armée, jusque donc au milieu des années 50. Donc jusqu'en 1947. 47, donc il a 57 ans, 56, 57 ans. Où il fume un dernier cigare, et qui met fin à sa tabagie. Voilà, donc près de 30 ans à fumer des cigarettes. Mais alors à fumer de chez fumer. Voilà. Mais bon, faut comprendre. Donc ça fait, d'abord, c'était pas vraiment déconseillé par le corps médical. Donc on commençait à se douter quand même des méfaits du tabac, mais bon, néanmoins, il n'y avait pas tout ce qu'on peut raconter aujourd'hui autour du tabac, et ça l'aidait à tenir, c'était un stimulant, c'était un palliatif. Il avait d'énormes responsabilités, d'énormes soucis sur la tête. Je pense toujours à cette période londonienne, où c'était écrasant pour lui. Ouais. Le tabac, c'était une façon de tenir. La captivité, donc là, il est jeune officier, c'est la guerre de 14. Oui. Comment est-ce qu'il a vécu Alors, il y a eu forcément des privations, ne serait-ce qu'au point de vue alimentaire. Etc. Alors, la captivité, il l'a mal vécu, je dirais psychologiquement. Oui. Parce qu'il était parti à la guerre pour en découdre avec les Allemands. Il y avait la vieille rancune de 1870, il y avait des comptes à rendre. Il était parti là-bas dans cet esprit de revanche, dans lequel il avait été élevé par son père Henri. Il fallait rendre des comptes là-bas contre les Allemands. Donc il était parti fleur au fusil, hein. Mais cet aspect parce que de captivité, ça a été pour lui, je pense, le grand drame un des grands drames de sa vie. Il l'a écrit d'ailleurs. Oui, il l'a écrit. D'être resté hors champ, d'être resté, je dirais, sur le bas-côté, alors que le conflit continuait à se dérouler, et que lui, là, pendant 32 mois, il est resté captif en Allemagne. Psychologiquement, ça l'a, je pense, ça l'a tourmenté. Ouais. Mais ce n'est pas connaître De Gaulle que de soupçonner qu'il puisse mettre cela à profit.
pour son avenir. Il s'est bâti un avenir. Il en a rendu compte dans des écrits. Il n'est pas resté amorphe. Il est resté très actif. Ça, c'est une dimension. On pourra y revenir un peu plus tard, mais autant en parler tout de suite. C'est une dimension, je pense, importante et qui vous a beaucoup intéressé. C'est finalement ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience. C'est-à-dire que Charles de Gaulle, on dit qu'il a un caractère avec des moments difficiles où il est un peu désabusé, et puis des moments évidemment beaucoup plus enthousiasmants. Mais c'est quelqu'un qui, en définitive, a une capacité extraordinaire, comme d'autres hommes ou d'autres femmes, mais enfin qui est quand même pas si fréquente, de rebondir et après avoir touché le fond, de redonner un coup et de repartir, remonter à la surface. Ouais, extraordinaire. Ça, il y a quelque chose vraiment qui doit ressortir de la personnalité de Charles de Gaulle, c'est cette capacité à la résilience, de ce phénomène phénomène physique, la résilience, de la contrainte des métaux que l'on peut contraindre, mais qui retrouvent leur forme initiale. De Gaulle, il en a reçu, mais il s'est toujours remis. Ouais. Et remis dans une position, je dirais, apparemment initiale, parce qu'il s'est quand même réaménagé de l'intérieur. Mais le Charles de Gaulle qui réapparaissait après un traumatisme était le Charles de Gaulle apparemment d'avant. Alors il y a un traumatisme personnel qui a beaucoup compté aussi dans sa vie et qui a peut-être contribué à cette forme de résilience, même si ça a aussi provoqué des moments de désespoir. C'est la santé de la petite Anne de Gaulle. Et ça, vous y consacrez tout un chapitre parce que ça a été un élément absolument essentiel, bien illustré d'ailleurs l'année dernière dans les films qui sont sortis, oui. Qu'on a vu, notamment le film de Gabriel Le Beaumain et puis la série L'éclat et le secret qu'on a vu à l'automne à la télévision. C'est une dimension qui n'était pas forcément très très connue encore, mais ça a beaucoup joué. Alors, et d'ailleurs, vous reprenez un propos de Pierre-Louis Blanc qui est très beau, mais qui en même temps est un peu noir, où on a le sentiment quand même que à partir de la mort d'Anne de Gaulle, donc en 1948, janvier 48, cette jeune fille qui a 20 ans et dont ses parents savent qu'elle ne vivra de toute façon pas très longtemps. Ils le savent. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose. On vient de parler de la résidence de Gaulle, mais il y a quand même quelque chose un petit peu de cassé et une forme parfois de désespoir qui va peut-être finalement le poursuivre jusqu'à la fin de sa vie. Oui, ça l'a, autant sa femme que lui-même, ça les a formatés. C'est au plus profond de leur chair. On dit bien, c'est la chair de leur chair, c'est cet enfant Anne. Et vous citez le film de Gabriel Le Beaumain et puis de la série, remarquable série de France 2, Anne telle qu'elle transparaît au travers de cette reconstitution historique est une Anne beaucoup moins atteinte qu'elle ne l'était. Parce que vraiment, on parlait de mongolisme à l'époque. Faut pas que nos téléspectateurs soient offusqués d'entendre le terme, parce que à l'époque c'était du mongolisme, c'était quelque chose d'inconnu. L'origine génétique de tout ça était tout à fait inconnue, et les gens souffraient d'autant plus de ne pas savoir d'où pouvait venir cette anomalie. Et l'état d'Anne de Gaulle était beaucoup plus profondément je dirais atteint, beaucoup plus. C'était une trisomie très sévère, à tel point qu'elle vivait quasiment recluse au premier étage de la boisserie. On ne la voyait jamais. C'était donc le film de Le Beaumain nous fait voir une Anne, je dirais quasiment libérée alors qu'elle ne l'était pas. C'était une petite fille vraiment emprisonnée dans sa maladie. Et De Gaulle a tout fait pour essayer de dégager la moindre étincelle au travers de cela. Alors vous évoquiez tout à l'heure la période de Londres. Là on fait un saut et je saute par-dessus un chapitre sur lequel on pourrait s'attarder aussi, qui est Dakar, mais volontairement, intentionnellement, je vais directement à ce chapitre que vous appelez le moustique de Brazzaville, parce que là on découvre quand même que De Gaulle a passé, donc on est en 42, il est à Londres, il revient d'un long séjour en Afrique, et il a quand même passé un moment très très difficile
À cause d'un moustique. Oui, Femelle. Oui, femelle. Comme vous précisez. on est dans le courant féministe, mais en l'occurrence, je dois avouer que le paludisme, puisqu'on va parler du paludisme, est transmis par les moustiques femelles. Excusez-moi. Mais oui, il est passé pas loin et la France libre est passée pas loin d'un cataclysme. Il y a un début de panique d'ailleurs dans il y a un panique. D'abord, personne ne sait exactement ce qu'il a. Non. Les médecins britanniques qui viennent à son chevet, visiblement, n'arrivent pas à diagnostiquer. Ouais, alors il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait beaucoup à dire. Et puis, ses plus proches collaborateurs, évidemment, De Gaulle devient invisible. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Et on voit que Madame De Gaulle, d'ailleurs, elle arrive, elle prend un peu le taureau par les cornes. Oui, et elle fait venir des médecins français qui, eux, arrivent tout de suite à établir le bon diagnostic. Et grâce à ça, parce que là, le soir où il a fait un malaise, là, cette journée-là, où vraiment il se sent pas bien, parce que bon, ça s'est pas mis en place en un jour. Hein. Parce qu'il y a un délai d'incubation, oui, donc c'est. Et puis les symptômes se sont mis en place lentement, mais sûrement. Mais il n'était pas bien depuis un certain temps. Ouais. Il comptait d'ailleurs sur ses week-ends dans son cottage au-dessus de Londres pour se refaire une santé, mais rien n'y faisait. Il repartait aussi fatigué à Londres qu'il ne l'était arrivé. Donc on a trouvé un De Gaulle, la crise, je dirais, paroxystique de paludisme, c'était vraiment, pour celui qui ne connaît pas le paludisme, c'était vraiment quelque chose de très inquiétant. Un De Gaulle complètement amorphe, à peine capable d'émettre une parole, d'une pâleur cadavérique. Pour celui qui arrive sur ce théâtre-là, c'est la fin de Gaulle. Hein. C'est De Gaulle sur son lit de mort, quoi. Donc tout le monde a paniqué, Bilotte a paniqué, Madame De Gaulle est arrivée précipitamment, et il fallait faire quelque chose. Hein. Donc ni une ni deux, Madame De Gaulle appelle un médecin de permanence, médecin français de permanence sur Londres pour les ressortissants français, le docteur Robet, qui vient et qui, dans son métier de médecin, reconnaît d'emblée une crise paroxystique de paludisme. Alors, on s'est dit aussi, et Bilotte disait, il faut faire venir André Lijwitz. On parle beaucoup d'André Lijwitz. Grand professeur. Dans mon livre. André Lijwitz était reconnu pour avoir un diagnostic infaillible. C'était vraiment quelqu'un de très costaud. Donc il était du côté de Lisbonne, après un périple assez compliqué, et on savait qu'on pouvait le faire remonter. On l'a fait remonter en avion directement sur Londres pour venir au chevet du général. Et Bilotte est arrivé quasiment en même temps que Robet au chevet du général. Et en l'occurrence, c'est Robet qui a pris en charge le général dans un premier temps, et c'est Lijwitz qui a pris le relais. Et qui a confirmé finalement le diagnostic du premier médecin qui était bon, voilà. Qui s'est contenté de rajouter une ordonnance pour un diagnostic différentiel, mais le diagnostic était posé, le traitement la quinine qui avait été prescrite, c'était le bon traitement. Donc ni une ni deux, ils sont tombés d'accord. Et Lijwitz dit, c'était très grave, on aurait laissé aller, ça aurait été très grave, il aurait pu passer l'arme à gauche, De Gaulle. La France libre, il en était fini de la France libre à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je parle de l'histoire de France qui s'est faite aussi un peu au chevet de Charles de Gaulle, comme autant d'hommes... Alors, inutile de dire que de Gaulle n'avait évidemment pris aucune précaution. Il s'était pas protégé des moustiques, il n'avait pas pris de traitement préventif, et il a visiblement pas tellement observé son traitement curatif par la suite. Non. Il a eu de nouveau après des crises... Il en a encore eu une à Alger, dont Lijwitz, toujours le fidèle Lijwitz, puisqu'il s'est devenu, à partir de cet épisode de Londres, Lijwitz est devenu son médecin personnel. Son médecin personnel, après avoir été le médecin de Reynaud, de Paul Reynaud. Ouais. Et oui, il en a fait une deuxième, mais c'est quand même, le fruit d'une certaine désinvolture autour de la prévention. Ces fameux cachets qui avaient mauvaise réputation à l'époque. Ils donnaient des nausées, ils vous donnaient un teint jaune. C'était une invention allemande. Oui, en plus. C'était une molécule allemande. Alors, je vais peut-être pas dire que De Gaulle ne voulait pas avaler des médicaments
originaire d'Allemagne, mais il n'en était certainement pas loin. C'était certainement un bon prétexte pour ne pas l'avaler. Et bon, je pense que ça restait. C'était dans sa valise. Ouais. Mais alors vous avez mené l'enquête, vous avez quasiment retrouvé la moustique femelle à Brazzaville. Je l'ai interviewée. Vous êtes allé la voir, elle vous a livré ses souvenirs et vous avez daté le soir où c'est arrivé. De Gaulle fume une cigarette sur la terrasse. Sur un banc au-dessus du fleuve Congo, dans la résidence de Gaulle, là-bas à Brazzaville. Là, vous reconstituez tout le scénario, là, c'est extraordinaire. Hein, c'est une enquête. Alors soyons francs, c'est un petit peu reconstitué parce que là, je dirais, il s'est peut-être fait piquer ailleurs. Ouais. Hein. Mais vous dites quand même que la zone était particulièrement infestée. Oui. Par ce type de façon, c'est tout à fait plausible. Ouais. Hein. Alors c'est un paludisme dit de souche vivax. Hein. En l'occurrence, c'est le moins méchant. Des palus parce qu'il y en a des mortels, hein, mais là en l'occurrence il s'était fait piquer, il avait le plasmodium vivax, donc c'était quand même le plus bénin malgré des tableaux vraiment alarmants comme on a rencontré à Londres. Mais bon, je situe, je dirais arbitrairement parce que c'est le plus plausible. Je situe Charles de Gaulle là ce 14 juillet à Brazzaville, au-dessus du fleuve Congo, déboutonnant un petit peu sa chemise pour respirer un peu après une bonne journée de commémoration. Et puis il s'est fait piquer là. Voilà. Donc bon, ça aurait pu être un jour, 2 jours après, mais c'est tout à fait plausible. Alors, on saute les années. On parlait tout à l'heure du tabac. Vous l'avez dit, en 47, il décide d'arrêter de fumer. Et ça a visiblement des conséquences, notamment sur sa vision, qui visiblement est un petit peu... il a des problèmes de vision aussi à ce moment-là, qui vont ensuite le handicaper quand même pas mal pour le restant de sa vie. Oui, il n'y a pas de corrélation directe entre ça avec son tabac et sa vision. Hein. Sa vision, je dirais, c'était sans doute une faiblesse, je dirais, congénitale qu'il avait, puisque bon, il s'est chopé de cataracte. Hein. Ce n'est pas en relation avec le tabac. Bon, l'épisode des opérations cataracte ont effectivement succédé à l'arrêt de. Donc il a été opéré 2 fois. Opéré 2 fois. En 52, c'est ça? En 52 et en 55. En 55, voilà. Et en 55, il nous fait un malaise. Alors ça, c'est très important pour la suite, oui, vous allez dire. Oui. Il nous fait un malaise dans la nuit post-opératoire, sans doute une réaction à l'anesthésie générale, à la fatigue accumulée aussi, parce que bon, il en avait encore sur les épaules là aussi à cette époque. Il nous fait un collapsus, hein, c'était une baisse brutale de tension. Non, il était à son domicile. Il était chez lui, à la Boisserie. Oui. Ouais. Non, il était sur Paris. Hein. Il était à Paris. Hein, il était à l'hôtel. À l'hôtel ou dans un logement de fonction. Et là, il nous fait un beau malaise et on appelle Lischwitz. Oui, à nouveau. Bah oui, Lischwitz, le référent, je dirais, hein, le médecin référent. S'il y en avait un, à l'époque, c'était bien lui. Hein. Oui. En l'occurrence, Lischwitz n'était pas disponible, on n'arrivait pas à le joindre. Alors, faute de Lischwitz, on appelle le docteur Millier. Professeur Millier. Professeur Millier, qui réplique, bon, il y aurait beaucoup à dire entre les relations de Millier avec Charles de Gaulle, j'en parle également. Et toujours est-il que Millier sort cette fois-ci aussi, Charles de Gaulle de ce mauvais pas, hein, arrive à le rebooster en lui faisant quelques injections. Et puis, à la fin de cet acte, il fait un examen de sa tension et il remarque que son pouls, le pouls qu'il trouve très bien au membre supérieur, il ne le retrouve pas au membre inférieur. Et ça, le fait de ne pas retrouver le pouls au membre inférieur alors que vous l'avez au membre supérieur, signe qu'il y a un souci au niveau circulatoire. Et en l'occurrence, c'est un diagnostic, je dirais différentiel, un premier diagnostic, une première approche d'un anévrisme de l'aorte abdominale.
Et c'est comme ça que Millet a dit s'est dit, il a vraisemblablement, ça n'a pas été objectivé sur sur des clichés, mais la médecine était en droit de penser qu'il avait un anévrisme de l'aorte abdominale. Ce qui, dans le contexte de Charles de Gaulle, n'avait rien d'étonnant, puisque et son père et ses frères étaient déjà décédés de cela. Hein. Donc, découverte de cela, de Gaulle au courant ou pas au courant de ça, il y a débat autour. Moi, je suis persuadé, d'après ce que j'ai pu trouver dans mes recherches, qu'il n'était pas ignorant de ce qu'il avait. De toute façon, il savait comment son père et son frère étaient morts. Il s'en doutait. Alors, je reviens aux opérations de la cataracte, parce que donc à partir de là, De Gaulle porte, on le sait, des grosses lunettes. Des grosses lunettes. Et sa vision sans lunettes est très très mauvaise. D'ailleurs, les témoins proches, les gardes du corps, etc. Et même avec les lunettes, c'était pas encore extraordinaire. Mais ça va du coup le forcer à faire des exercices de mémoire. Qui vont d'ailleurs bluffer tout le monde, parce que on a tous le souvenir de Gaulle apprenant par cœur ses discours, etc., etc. Donc il y avait vraiment sans doute la volonté de paraître maîtriser son sujet aux yeux de son auditoire, mais il y avait aussi tout simplement le fait qu'il n'était pas capable en réalité de lire un papier du fait de sa mauvaise vue. Tout à fait. Mais bon. Enfin, de lire un papier en public, je veux dire. Évidemment, il a son bureau, c'était autre chose. Mais... Une formidable mémoire. Mais il l'avait déjà. Ce n'est pas ces cataractes qui l'ont obligé à acquérir la mémoire. Il avait déjà ce don. Il en parle d'ailleurs de sa façon de mémoriser, quand il était à Saint-Cyr, de mémoriser ses cours. Oui. Il passait les cours en diagonale, visuellement, et il les photographiait en quelque sorte. Il avait une mémoire visuelle extraordinaire. Hein, et cette mémoire, il le dit lui-même, ne durait que 3 heures. Que 3 jours. Que 3 jours. Que 3 jours. Il ne fallait pas aller au-delà des 3 jours parce qu'après, ça partait... Mais pour passer un examen, c'était pratique. Voilà. Et il a cultivé ce don, justement, pour ses discours, de bien les photographier, de bien les intégrer. Et avant chaque discours, il le relisait, remettait encore quelques notes. Mettre des notes le ravivait encore un petit peu sa mémoire. Et il nous livrait des discours à la virgule près. C'était extraordinaire. Mais c'était un don, je dirais, déjà préexistant et un don exacerbé et cultivé par son handicap. Alors, en 58, donc évidemment, De Gaulle revient au pouvoir. Il a 67 ans, d'ailleurs, il le dit dans une conférence de presse bien connue. Il doit avoir une charge sur les épaules, à tout point de vue, physique, moral, absolument considérable dans ces années-là. Et je dirais que son organisme ne montre pas de signes de faiblesse. Non. Tout au plus y a-t-il cette opération de la prostate au printemps 64, la prostate capricieuse, qui va mettre un peu en émoi le monde politique français. Et finalement, De Gaulle va très très bien s'en sortir. Et la bourse. Mais en définitive, ça va être une opération réussie. Grâce d'ailleurs au professeur Aboulker, je crois, qui donc c'est l'opération à l'hôpital Cochin, et De Gaulle va pouvoir reprendre son activité. Alors même que dans les semaines précédentes, l'opération, il avait dû se promener avec une sonde urinaire, et voilà, tout en faisant ces fameux grands voyages en Amérique du Sud, notamment, on s'en souvient, et donc ça a été un moment quand même particulièrement délicat. Oui. Ah oui, ce passage est un passage délicat qui dénote tout à fait de la réaction de Gaulle face à ce genre de situation. Parce que on a découvert, je dirais, relativement officiellement ce problème de prostate en 1960 lors d'une tournée des popotes en Algérie, comme il l'appelait, où quand il est descendu de sa déesse présidentielle qui l'attendait là-bas à Alger et que ses aides de camp ont trouvé à la place où il était assise une flaque de sang. Et on a commencé à se poser des questions. Le jeune interne en médecine qui le suivait a été interrogé, De Gaulle l'a interrogé, et dans son fatalisme, parce que c'est ça aussi qu'il faut faire transparaître au travers de ce livre, c'est son pessimisme naturel. Ouais.
Et il lui dit tout de suite, dites-moi, je suis foutu, quoi. Je suis foutu, tout de suite. Ni une ni deux, je sais pas qu'est-ce que j'ai, comment on va faire, non, je suis foutu, quoi. Hein. Alors là, transparaît, donc, le diagnostic est porté, Lischwitz encore revient à la rescousse. On rapatrie De Gaulle en France un petit peu plus rapidement que prévu par rapport à son programme officiel. Et bon an, mal an, il tient comme ça, avec une sonde urinaire plantée dans la vessie, il tient encore 4 ans comme ça. 4 ans, ouais, 4 ans, avec des hauts. La souffrance. Ah, souffrance, oui, et un confort tout du moins. Un confort, oui. Hein, mais grande volonté, quoi. Il tient bon an, mal an, 4 ans, avec des hauts, des bas, hein, mais c'est cette sonde urinaire dont on pourra parler, la sonde américaine, c'est cette sonde urinaire qui va le tirer d'affaire. Décidément, une sonde américaine, tout à l'heure, un traitement contre le palu allemand, ça fait beaucoup. La souveraineté nationale en prenait un coup. Hein. Je vous parle pas du vaccin Sanofi. Hein. Alors on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ouais. Il passe, je dirais, bon an mal an, ces 4 ans, au pied du mur, disons, parce que c'est plus possible. Il ne pouvait pas tenir un discours plus de 2 heures sans aller aux toilettes, c'était plus gérable. Donc il prend la décision de se faire opérer, il se fait opérer, ça se passe très bien, avec quand même des méthodes opératoires relativement innovantes, ne serait-ce qu'au niveau de l'anesthésie, puisqu'il a bénéficié, ce qui était assez rare encore à l'époque, c'est le professeur Lassner qui lui a fait ça, une rachianesthésie. Hein, donc il n'était pas endormi totalement, il était endormi que du bas du corps. Et ça, c'était assez innovant à l'époque. Il remonte dans sa chambre, convalescence, quand même environ 10 jours hein, là-bas à Cochin. Et malgré tout, recomplication, hein, ça se rebouche, et on lui repose encore une sonde urinaire pour qu'il puisse réenclencher son programme officiel auquel il voulait absolument satisfaire et honorer. Oui, parce que en 64, donc peu de temps après l'opération de Cochin, il fait une tournée dont je parle dans mon livre sur De Gaulle et les Hauts-de-France en Picardie. J'allais 3 jours. Je vous l'amène sur un plateau. Voilà, et ça se passe d'ailleurs remarquablement bien, alors que tous les journalistes guettent la moindre faiblesse de Gaulle pour pouvoir dire mais est-ce qu'il sera en état de se présenter à l'élection présidentielle l'année suivante. Et puis en septembre, on sait bien qu'il part faire sa longue tournée en Amérique du Sud, qui dure je crois 3 semaines. 3 semaines, 10 pays visités. Voilà. Et finalement, tout ça se passe sous le soleil, et tout ça se passe d'une façon tout à fait extraordinaire. Vu de dehors, vu du balcon, oui, ça se passe pas trop mal, mais il a fallu quand même le suivre. Il était suivi par Aboulker, hein, et par un interne d'Aboulker qui suivait. Alors, il y a ensuite un chapitre absolument passionnant, je pense inédit et quelque part très drôle. Et alors là, on sent que c'est le chirurgien dentiste aussi qui s'est fait plaisir. C'est la rage de dents du général de Gaulle, un dimanche du mois d'août 67, je crois. Donc, il vient de revenir d'ailleurs de son fameux voyage au Québec, vive le Québec libre. Oui. Il est avec Madame de Gaulle à Colombey, et puis il a une rage de dents absolument épouvantable. Il faut trouver tout de suite un dentiste. Et tout simplement, le l'aide de camp trouve un jeune dentiste qui s'est installé à Chaumont, qui est le docteur Michel Aubriot. Et vous avez eu la chance... Malheureusement, le docteur Aubriot est mort, je crois, l'année dernière, mais... Il est parti en juillet, oui. Voilà, vous avez eu la chance de le rencontrer au moment où vous écriviez votre livre, et il vous a décrit tout l'épisode. Il m'a décrit à la minute près la chronologie d'un gentilhomme de Colombey qui se rend chez le dentiste le lundi matin, parce qu'il s'agissait pas de le faire venir un dimanche. Non, et de toute façon, Charles de Gaulle n'aurait pas usé de son statut pour le déranger pendant un jour férié. Il y avait pas de service de garde à l'époque à ce moment-là. Alors vous dites d'ailleurs, il n'a pas une très bonne dentition, mais comme beaucoup de gens à cette époque-là, finalement, on était moins attentifs. Oui, l'hygiène bucco-dentaire était un peu sommaire. Faut voir quand même que De Gaulle a traversé quand même 2 guerres. C'était pas le souci premier. Hein. Bon. Il était suivi, il avait déjà eu des couronnes, mais bon, c'était de la dentisterie, bien que je n'aime pas le terme de dentisterie, c'était de la médecine bucco-dentaire de guerre, quoi. Hein, c'était du assez palliatif, et
Donc il se retrouve ce matin avec cette douleur effrayante qui n'est pas vraiment une rage de dents, c'était un abcès. Hein. C'était un abcès qu'il avait. J'en ai discuté forcément avec mon confrère. Il souffrait d'un énorme abcès sous une couronne, donc sous une dent dévitalisée. Et c'est cet abcès qui, prenant de l'importance, ne trouvant pas sa voie de drainage, le faisait souffrir énormément. Donc il ne savait plus où se mettre, hein, quoi. Donc il fallait qu'il ait recours à l'homme de l'art pour pouvoir sortir de ce mauvais pas, quoi. Et c'est Michel Aubrio qui l'a reçu un lundi matin, alors que c'était le jour de fermeture de son cabinet, et qu'il l'a reçu en toute discrétion. Toute discrétion. Vous verrez la discrétion qui n'est pas restée si discrète, hein, puisque Charles de Gaulle a été reconnu tout de suite, hein, quand il est rentré. C'était difficile, hein. Et donc qu'il l'a pris en charge. Ouais. Et ils sont de cet épisode. Ils sont restés amis. Ils sont presque restés devenus amis. Une franche amitié. Voilà, je crois qu'ils se sont revus. Enfin, le général lui a envoyé des lettres. Ils ont eu alors il lui a envoyé un chèque pour régler la consultation, mais il a oublié de le signer. Oui. Mais finalement, Monsieur Aubrio a gardé ce chèque toute sa vie. Le docteur Aubrio a gardé ce chèque, oui. Qu'il était fier de me faire voir. Oui, il avait gardé ce chèque. Oui. Non, mais c'était peut-être l'anesthésie qui avait un petit peu ramolli le général après le. Donc il lui a envoyé ce chèque et ils sont restés en rapport épistolaire. Il a été invité à son domicile, il a été invité aux chasses présidentielles. Madame de Gaulle, au moment du décès du général, a demandé à ce qu'il vienne assister à la mise en bière. Comme s'il était membre de la famille. Voilà. C'est très fort. Et au niveau notarial, d'assister à la succession. De Charles de Gaulle, quoi. Donc c'est vraiment, ils sont quasiment rentrés dans la famille. Alors, les dernières années de sa vie, notamment les 18 derniers mois, donc Charles de Gaulle a une vie à la fois très occupée à la Boisserie, mais aussi assez tranquille, avec des journées très très rythmées, des longues promenades. C'est bien sûr ses séances d'écriture dans son bureau. Oui. Et puis il a un bon coup de fourchette. Hein, il mange bien, il fait pas tellement attention à sa ligne. Hein, son premier, si on le laissait aller, oui. Sa femme veille au grain, hein. Ouais. Elle veille au grain. Aussi, là, on est dans ces époques, quand même, on arrive à 1970. On n'est pas dans les notions de nutritionniste ni de diététique. Mais vous dites que pour un homme de son âge, il va avoir 80 ans, il continue à faire des très longues promenades, et d'ailleurs, je crois le jour de la Toussaint ou le lendemain de la Toussaint, donc on est début novembre, il fait une très longue promenade de plusieurs heures en forêt avec son gendre, dans la forêt d'Éduis, et il donne pas le moindre signe de fatigue particulier. Ça faisait partie de son hygiène de vie, hein. Il n'était pas, je dirais, obsédé par la mort. Il redoutait surtout la dégénérescence sénile qui peut précéder la mort, et qu'il a vu dans nombre d'hommes d'État qui sont morts avant lui. Donc ça, il voulait absolument échapper à cela. Et pourvu que le physique tienne, ça allait pour lui. Il avait une certaine hygiène de vie quand même. Il avait ses tours de son parc de la Boisserie. Hein, il les faisait dans un sens ou dans l'autre. Donc je dirais que physiquement ça l'entretenait. Ses promenades dans la forêt. Et puis ça se treignait à un emploi du temps relativement strict, hein, puisque il avait des séances d'écriture assez longues et éprouvantes, hein, parce que c'était quand même assez éprouvant, cette concentration. Ouais. Hein. Mais donc sa dernière obsession n'était pas tant la mort, c'était surtout de mettre un point final à ses mémoires. Voilà, ce qu'il n'aura pas le temps de faire. Alors, il n'aura pas le temps de faire. On arrive donc au 9 novembre. Finalement, il décède. La cause de son décès était finalement peut-être un peu prévisible, hein, cette fameuse rupture d'anévrisme. Sans signe. Sans signe annonciateur. Et les choses là se déroulent très très vite. C'est quasiment instantané. Enfin, c'est en quelques minutes. Ça éclate, quoi. C'est un tuyau qui éclate. La rupture de l'anévrisme, c'est instantané. Hein. Donc séance de sa petite maintes fois décrit. Hein. Cet épisode, sa séance de réussite sur sa petite table
de bridge, comme tous les soirs, vers 19h15, avec les actualités régionales, toujours, Yvonne de Gaulle qui tricote dans son coin, et puis brutalement, une douleur fulgurante en bas du dos, et il dit j'ai mal là. J'ai mal là. Donc lui qui s'y plaignait jamais. Hein. Là vraiment le gros coup là, et puis il s'affaisse, il tombe à terre. Donc on fait venir le médecin très vite, mais bon, le temps qu'il arrive. Oui. De toute façon, je dirais que c'était enclenché. Est-ce que vous pensez que, je dirais, avec les moyens d'aujourd'hui, parce que c'est évidemment des choses qui continuent de se produire, des ruptures d'anévrisme, est-ce que vous pensez que, avec les moyens d'aujourd'hui, il y aurait eu la possibilité de sauver Charles de Gaulle, ou la crise était trop grave pour que... Alors, la crise, non. Non, la crise s'était enclenchée, il y avait une rupture, il y avait une hémorragie très importante, le médecin a bien tâté l'abdomen, c'était très dur, il y avait une masse de sang considérable, c'était fini quoi. Là, par contre, si vous voulez me poser la question sur la prévention éventuelle de l'anévrisme, il était quand même sur une forme d'anévrisme, je pense, relativement important, qui aurait été assez difficile d'opérer. Oui. Hein, donc je ne suis pas grand spécialiste de tous ces problèmes d'anévrisme. Néanmoins, je pense qu'il était dans une catégorie qui aurait été difficilement opérable. On aurait peut-être tenté l'opération. À l'époque, c'était même pas la peine d'y penser. C'était pas encore. C'était pas des interventions qui étaient vulgarisées, je dirais. Mais ça aurait été quand même du grand risque. Alors, vous évoquez à la fin de votre livre, il y a tout un chapitre sur les médecins de Gaulle. On a parlé de Lifshitz, docteur Robert, professeur Millier, avec qui les relations étaient un peu tendues, oui. Le professeur Aboulker, qui donc l'a opéré à Cochin. Oui. Vous dites, il avait évidemment un grand respect et une grande considération. Il était d'ailleurs assez obéissant comme patient. Oui. Voilà. Bon, pour autant, il avait sa personnalité. Et peut-être que vous évoquez avec le professeur Millier, il pouvait aussi avoir plus ou moins d'atomes crochus avec des personnalités fortes également par ailleurs. C'est plutôt si on parle de Millier, c'est plutôt le prisme de Millier qui nous donne ça, parce que bon, Millier avait, à son âme, avait un peu la tête près du bonnet. Je pense pas que De Gaulle lui en voulait tellement. Ça passait pas bien. Ça passait pas bien entre ces deux personnages. Ça passait pas bien. Qu'est-ce qu'il penserait, à votre avis, aujourd'hui, De Gaulle, là, dans la situation où on se trouve en France, partout dans le monde d'ailleurs, depuis 1 an. Alors bon, déjà, il y a le vaccin, il n'y a pas de vaccin français, donc ça serait quand même un peu compliqué. Et puis, voilà, excusez-moi de vous le dire, docteur, mais enfin, voilà, on a l'impression parfois que les médecins sont là pour dire aux politiques ce qu'ils doivent faire. Bon, c'était pas tellement le genre de Gaulle. Vous pensez que il aurait c'est difficile à dire, mais enfin, il aurait une appréciation différente de la situation. Il serait pas content. Ça, je peux vous le confirmer. Il aurait sans doute poussé un bon coup de gueule. Je me suis plu à écrire un petit billet là-dessus. J'ai imaginé la rencontre de Charles de Gaulle avec Olivier Véran, au moment où il découvre que le vaccin Sanofi ne serait pas prêt à la date convenue et qu'on devrait se faire vacciner avec des vaccins étrangers. Alors je l'imagine sortir de ses gonds, hein, mais ça aurait été certainement ça, cette atteinte à la souveraineté du pays, que de s'en remettre à des vaccins étrangers. Ça ne lui aurait pas plu. Mais il faut quand même se dire que ça ne serait pas arrivé en un jour, ça. La souveraineté s'effrite pas comme ça du jour au lendemain. Ça se fait dans le temps. Alors, il aurait certainement, je pense, dans le temps, mais on peut pas refaire l'histoire, hein, mais sous le prisme de Gaulle, il aurait certainement veillé plus au grain de la souveraineté de nos approvisionnements, autant sanitaires qu'autre chose. Et il aurait certainement veillé à ce que l'on puisse approvisionner les Français en
en vaccin franco-français, quoi. Bon, ça c'est l'idéal. Bon, maintenant plutôt vaccin européen, mais bon, on voit que l'Europe aussi ne fait pas d'étincelles dans cette gestion sanitaire. Donc voilà, c'est ça, c'est un De Gaulle certainement courroucé d'apprendre qu'il faudrait se vacciner. D'ailleurs, j'imagine Olivier Véran à l'époque où il fallait que les politiques montrent un peu l'exemple et que les médecins montrent l'exemple en se faisant injecter devant les caméras de BFM TV. Il serait venu lui demander, mon général, il faudrait que vous faire vacciner en direct devant les caméras. Là, ça l'a fait sortir de ses gonds. Voilà. En tout cas, écoutez, merci. Votre livre est fourmi de détails, d'anecdotes, de développement aussi très précis. Et là, encore une fois, on reconnaît le praticien. Je pense que vous avez fait un travail de recherche relativement important. D'ailleurs, je crois que vous êtes venu, vous le disiez tout à l'heure, travailler dans cette bibliothèque. Ouais. C'est 3 ans de recherche. 3 ans de recherche. Écoutez, avec bon, c'est pas mon cœur de métier. Hein, j'ai fait autre chose. Ça a été le fil rouge de 3 ans de recherche, de rencontres, de belles rencontres. Jean-Paul Olivier, qui a été en quelque sorte mon directeur de thèse, oui. Parce que je savais que j'avais un sujet intéressant, mais jusqu'à quel point je pouvais oser donc j'ai testé auprès des Gauliens, je dirais pur et dur. J'ai testé auprès de Michel Enfrol, qui s'est montré également enthousiaste. Donc ce sont des belles rencontres, des interviews, je dirais, exclusives, puisque j'ai eu la chance de rencontrer les témoins de Gaulle. Je me suis entretenu avec Pierre-Louis Blanc, et je recommande à la lecture son livre qui est formidable. Pour moi, c'est une référence en termes de sensibilité. De Gaulle au soir de sa vie. De Gaulle au soir de sa vie, c'est incontournable quand on attaque des sujets comme ça. Claude Guy aussi. Les souvenirs de Claude Guy. Donc tout ça, c'est 3 ans de recherche, 3 ans de rencontres, de voyages. J'ai été sur les lieux même Vous avez été à Chaumont, voir le docteur Chaumont. Vous avez été à Lille, puisque vous avez pris en photo à Lille, le buste du général qui était à la maison natale. À Dinan en Belgique. Oui. Quand on relate des faits, être sur les lieux, on s'imprègne de l'ambiance. C'est très important. Et bon voilà, j'ai voulu m'imprégner et j'ai voulu restituer. Écoutez, en tout cas, bravo pour cette belle réalisation, ce bel ouvrage. Comment allez-vous, mon général? C'est chez l'Harmattan. Tout à fait. Et donc, c'est en librairie, en vente depuis quelques semaines. Hein. Il est paru en décembre. En décembre, voilà. Et donc, je ne peux que vous inviter à le lire. C'est tout à fait passionnant. On apprend plein de choses. Je pense que Jean-Paul Olivier et Michel Enfrol, d'ailleurs, avaient dû apprendre, même s'ils savaient déjà tout, vous leur avez certainement appris des choses. Sous l'angle de la santé, c'est sûr que ça leur a donné d'autres voies d'investigation pour eux-mêmes, hein. Mais bon, eux-mêmes avaient une forte connaissance eux-mêmes. C'était quand même... Voilà, en tout cas, Serge Deschaux, merci beaucoup pour cette agréable conversation. Merci beaucoup. Bon courage, bonne chance pour votre ouvrage. J'espère. Merci. Sous vos encouragements, j'espère. Merci. Au revoir.